On a tous déjà eu un collègue qui nous a dit « ça y est, j'attaque mon nouveau programme de sèche ». Invariablement, on les voit faire des séries plus longues, diminuer leur temps de repos, multiplier les supersets, plus de travail, plus de volume, plus de fréquence, encore plus difficile. Malheureusement, c'est pas forcément la meilleure façon de progresser, alors aujourd'hui, on va voir comment s'entraîner lorsque l'on veut perdre du gras tout en conservant le maximum de muscles. Déjà, il faut comprendre que par définition, lorsque on fait une sèche, on est en déficit calorique. Donc déjà, notre anabolisme va être réduit. Notre corps va sécréter moins de mTOR, qui est la voie de signalisation de la création musculaire, également d'IGF-1, surtout si on va diminuer ou même couper les glucides, et par la même occasion d'insuline, qui est non seulement anabolique, mais anticatabolique. De plus, notre cortisol, l'hormone du stress, va s'envoler. Une de ses fonctions, c'est de mobiliser l'énergie. Donc on a faim, on est en déficit, notre corps crée plus de cortisol pour essayer de trouver cette énergie. Le problème est que l'entraînement va également générer beaucoup de cortisol. C'est pas une mauvaise chose, c'est même une bonne chose. Ça nous permet de soulever plus lourd, d'être plus fort, de gagner du muscle. Mais le problème, c'est quand il y a trop de cortisol. On peut passer en burn-out, ce qu'on appelle l'overtraining, car une des fonctions de cortisol va être également d'augmenter la production d'adrénaline. Mais s'il y a trop d'adrénaline, notre système nerveux va péter un câble. Du coup, également, la qualité de sommeil va diminuer, non seulement parce que on a faim, et se coucher le ventre vide, c'est pas cool, mais à cause de l'excès de cortisol qui également va vous empêcher de dormir. Et si on va très loin, un déficit trop agressif, etc., il peut y avoir des adaptations métaboliques qui sont pas ouf, même au niveau de la thyroïde, ce qui va faire que vous allez avoir plus de mal à perdre du gras. Donc, vous comprenez qu'on n'est pas à armes égales qu'en prise de masse ou en maintenance. Il faut faire les choses de manière un peu plus optimale si on va avoir les résultats optimaux. Avant d'expliquer ce qu'il faut faire, je vais essayer de démanteler quelques mythes courants. Le premier, par exemple, ça va être d'essayer de faire des séries plus longues. On entend souvent dire ça. En sèche, fais des séries longues, ça va tonifier, ça va brûler le gras parce que tu dépenses plus de calories. Heureusement, les études, par exemple celle-ci faite par Harvard, ont pu démontrer que la musculation, en réalité, ça dépense pas beaucoup de calories. Oui, bien sûr, ça en dépense, mais comparé à ce que vous allez faire sur la journée, ou même une séance de cardio, ou votre déficit, c'est rien. Et surtout sur une série, je peux vous garantir que entre une série de 10 et une série de 30, la différence calorique est minimale. Par contre, une série de 30, même si elle crée moins de dégâts musculaires, va créer beaucoup plus de fatigue. On a déjà de la fatigue. Vous pouvez faire des séries longues de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais la majorité de votre training devrait être dans des fourchettes de répétition un peu plus basses. Ensuite, diminuer les temps de repos. Ça pourrait être intéressant, effectivement, car dans ce cas-là, votre cœur va rester élevé plus longtemps. Mais déjà, on ne peut pas diminuer les temps de repos à l'infini. En dessous d'une minute et vos résultats en prise de muscle vont quand même être contraints. Du moins, en dessous d'une minute sur le même muscle. Évidemment, si vous faites des supersets, c'est intéressant. Vous pouvez même faire des circuits 4 ou 5 exos. Il n'y a pas de souci. Ça va vous aider quand même à progresser, du moins si vous avez des bonnes capacités cardiovasculaires. Vous allez finir par vous habituer au bout de quelques semaines. Le problème, c'est que en pratique, c'est stylé. En réalité, c'est littéralement impossible. Essayez d'avoir rien que 3, en vrai, même parfois 2 stations à la salle le soir, c'est pas possible. Et dans tous les cas, si les temps de repos sont trop courts et qu'il y a une fatigue systémique, c'est-à-dire si votre cœur il bat à fond et que vous ne pouvez plus vous concentrer et produire autant d'énergie dans votre série, c'est pas optimal. De plus, la densité, donc c'est la quantité de travail effectuée en un temps donné, et également une métrique qui va augmenter la fatigue et le cortisol. Il faut éviter d'en abuser, et en réalité, les temps de repos trop courts, vous pouvez le faire de temps en temps aussi, mais c'est également contre-productif en sèche. Et enfin, dernier mythe, c'est qu'il faudrait un programme adapté, spécialisé pour la sèche. La réalité, c'est que non, car votre programme d'entraînement devrait avoir pour but de maintenir, voire de gagner, maximum de muscles et de force lors de votre déficit. Ce dernier sera créé par votre alimentation et votre dépense calorique, que ce soit aller marcher, bouger, rajouter du cardio. Un programme spécial sèche, ça sera vraiment optimal pour des résultats visuels esthétiques que si vous êtes débutant, peut-être début intermédiaire, dans ce cas-là, tant que vous vous entraînez dur, vous allez quand même prendre du muscle, être bien, etc. Ou si votre priorité absolue, c'est uniquement la perte de gras. Bref, si vous considérez l'approche classique la plus efficace pour avoir les meilleurs résultats visuels, c'est-à-dire ce que les bodybuilders font, un entraînement de bodybuilding, de musculation classique couplé à un déficit calorique, nutritionnel et l'activité physique. On a plusieurs splits disponibles, le split classique, le full body, upper lower, push-pull leg, on peut même avoir des hybrides, donc les splits mélangés, full body plus push-pull leg, ou bien encore push-pull leg, upper lower. Il existe tout un tas de formats différents, mais je vais vous dire, tous ces formats pourraient très bien fonctionner en sèche. Ce qui va compter, c'est plutôt comment
vous allez les faire. On considère les 3 variables de l'entraînement, l'intensité, le volume et la fréquence. Le volume, c'est la quantité de travail que vous allez effectuer dans une séance ou au total sur la semaine. La fréquence, c'est le nombre de fois par semaine que vous allez travailler soit un groupe musculaire, soit un exercice. Et l'intensité, c'est la difficulté de vos séances, de vos exercices. C'est comme un ampli de guitare, les aigus, les graves, l'overdrive, etc. Si vous mettez tout à fond et que vous jouez, l'ampli va exploser. Pareil avec l'entraînement, si vous mettez tout à fond, votre corps va exploser. Bien sûr, même en sèche, vous pouvez faire un entraînement de zinzin où vous faites 60 séries à l'échec chaque jour. Peut-être que vous allez tenir une semaine, 2, 3, 4, mais à un moment donné, l'excès de fatigue, de cortisol, etc. va faire que votre corps il va exploser. Vous allez régresser, vous n'allez pas perdre de gras, probablement. Parmi ces 3 valeurs, celle qui va créer le plus de fatigue, le plus de cortisol de loin, c'est le volume. Donc, si vous voulez avoir les meilleurs résultats possibles, il faut diminuer le volume d'entraînement. Moins de séries au total par semaine et par séance. Et pour que ce soit optimal, dans ce cas-là, on va monter les 2 autres. Donc, la clé, c'est tout simplement d'avoir une bonne fréquence d'entraînement. Chaque partie du corps devrait être bossée au minimum 2 ou 3 fois par semaine et avec une grosse intensité, mais peu de séries. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter l'intensité? Vous allez à l'échec, voire même vous allez au-delà d'échec en utilisant des techniques d'intensité, que ça peut être du rest pause, des myo-reps, des reps partiels, des drop sets, etc., etc. J'entends déjà des personnes me dire « mais ça augmente la fatigue ». Oui, une série dégressive va plus augmenter la fatigue qu'une série normale. Sauf que la science a également montré qu'on pouvait gagner beaucoup de temps, car une série en dégressive apportait également beaucoup plus de résultats qu'une série normale. C'est-à-dire si vous faites une série de zinzin au-delà de l'échec avec une technique d'intensité, puis vous passez à un autre exo, ça va vous faire moins de fatigue que si vous faisiez 4 séries normales sur cet exo. Peu importe votre entraînement, c'est ça la clé, idéalement. Partez sur une fourchette de volume un peu plus basse que ce que vous faites d'habitude, mais poussez l'intensité à fond. Et si vous n'avez jamais essayé d'augmenter un peu de votre fréquence, c'est-à-dire si vous faisiez chaque partie du corps qu'une fois par semaine, essayez 2. Peut-être si vous faisiez 2, essayez 3 pour les parties que vous voulez le plus mettre en emphase. Et vous allez voir, vous allez sentir la différence. Gardez ça en tête, l'entraînement est fait pour garder, conserver, voire même créer un maximum de muscles et de force. Ne cédez pas aux tentations d'essayer de faire tout en un. Ça peut marcher, mais ça sera beaucoup moins efficace, surtout sur le long terme, surtout si vous voulez devenir très sec, que d'essayer juste de marcher un peu plus, prendre un peu moins la voiture et d'être strict sur sa diète à côté. Si cette vidéo vous est utile, n'hésitez pas à liker, partager à quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations. Comme ça, par la même occasion, vous aurez dépensé une calorie. Bon, et du coup, quels seraient les meilleurs formats d'entraînement à utiliser lors d'une sèche lorsqu'on a un peu de bouteille? Bon, tout d'abord, le split. Alors pour moi, ça serait le moins efficace à utiliser en sèche. Alors c'est très bien en prise de masse, il n'y a pas de souci avec ça. Le problème, c'est que dans un split classique, chaque partie du corps, on va la travailler qu'une fois directement, du moins. Du coup, vu que la fréquence est basse, on retourne à l'analogie des boutons, il faut monter le volume et l'intensité, mais en tout cas le volume. Si vous travaillez par exemple vos jambes qu'une fois par semaine et que vous faites juste 3 séries, ça va pas le faire. Donc ce format, malheureusement, est moins flexible par rapport aux recommandations qu'on a fournies. Ceci dit, si vous êtes fan de split, vous ne jurez que par ça, vous pouvez très bien le faire. Même principe, essayez de diminuer le volume, augmenter l'intensité. Ensuite, le full body, alors je suis mitigé. C'est plus complexe car le full body, quand on est expérimenté, ça peut être compliqué. Par exemple, on arrive, on fait du squat, il faut s'échauffer, ça prend une éternité. Ensuite, si on fait du développé couché, pareil, ça va prendre une éternité à s'échauffer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand, comme moi, on a 30 ans, 35 ans ou plus, les séances à rallonge, ça va quand même beaucoup créer de fatigue, diminuer notre testostérone, etc. Et puis, si vous faites partie de ces personnes qui adoraient avoir une super congestion, des bonnes sensations lors de l'entraînement, ça vous motive, c'est plus compliqué lors du full body, clairement. Ceci dit, c'est un format qui se prête extrêmement bien au bas volume, haute intensité, et naturellement, il y a une haute fréquence. Le full body, ça peut très bien marcher dans cette optique-là. Ceci dit, ça va être plus difficile à programmer pour vous. Il faudra faire un full body fait de manière très intelligente pour avoir les meilleurs résultats possibles. C'est plus compliqué. Pour moi, les meilleurs, du coup, ça serait un PPL ou bien une version modifiée, un split de Thibaudot qui est pull plus les ischios, push plus les quadriceps. Un exercice pour les jambes à chaque fois. 3 fois, donc 6 séances dans la semaine. Voilà, on a beaucoup de séances dans la semaine, on va pouvoir stimuler directement ou indirectement beaucoup chaque partie du corps. On peut garder le volume bas, l'intensité haute, les séances peuvent être courtes. Excellent, que demande le peuple? Malheureusement, par contre, oui, peut-être que tout le monde n'a pas le temps, ni l'envie, ni la possibilité d'aller à la salle 6 fois par semaine, ce que j'entends entièrement dans ce cas-là. Upper-lower ou bien une modification upper-lower push-pull leg, excellent choix. Ce sont des splits
extrêmement solides qui peuvent très bien s'appliquer aux mesures dont on a parlé et qui vont vous apporter beaucoup de résultats. Pour vous donner un exemple, ce que je fais personnellement, alors je ne fais pas que ça durant mes sèches parce que j'aime bien varier, mais là, il m'apporte à chaque fois les meilleurs résultats et en plus je progresse tout en étant sèche sur mes mouvements, c'est le PPL. J'adore le PPL. J'ai 3 jours normaux, on va dire, ils durent 1h30, où j'ai qu'une ou deux séries par exercice et très souvent il y a une de ces séries qui va être au-delà de l'échec avec dégressif, drop set, iso, bababi bababa, et 3 séries plus courtes qui durent 40 minutes où c'est du pump, c'est de la congestion. Donc là, la plupart du temps, c'est des séries sans technique d'intensité, même si des fois il y en a. On est zinzin. Et le temps de repos plus court, 1 minute, on bouge vite, on a une bonne congestion. La séance, voilà, comme je vous dis, elle dure 30-40 minutes. On rentre chez soi. Ça me fait 6 séances par semaine. Chaque partie du corps est travaillée 2, 3, 4 fois. Ça dépend de la partie du corps. Emballer, c'est peser. À côté de ça, je marche, déficit calorique, et ça donne ses résultats. Voilà, si vous avez d'autres questions concernant l'entraînement ou la sèche, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme d'habitude, je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. Si vous avez besoin de programmes d'entraînement ou de coaching personnalisé, allperformance.fr. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.